Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. C'est parti pour une nouvelle semaine d'On va plus loin. Ravi de vous accueillir. Au programme ce soir, notre grand débat autour de la question des mineurs isolés. Les mineurs isolés, ce sont ces jeunes de moins de 18 ans, français ou étrangers, sans famille, livrés à eux-mêmes. Avec la crise migratoire, leur nombre ne cesse d'augmenter. L'État vient de décider d'aider les départements qui assurent seuls leur prise en charge. Mais les promesses sont-elles suffisantes? Et puis, quelle réalité se cache derrière les chiffres? Nous en parlerons avec nos invités sur ce plateau. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il oppose ce soir Anne Levade à Jean-Pierre Mignard. Nous reviendrons sur les questions juridiques que pose le phénomène Balance ton porc sur Twitter. La parole des victimes se libère-t-elle au détriment du droit et de la présomption d'innocence? La justice a-t-elle failli pour que les femmes n'aient d'autre choix que de dénoncer sur Internet? Nous évoquerons toutes ces questions avec nos juristes en plateau. L'entretien du jour, nous recevons Fabrice Arfi, journaliste d'investigation à Mediapart. Il vient nous présenter le livre qu'il a coécrit avec Karl Lask, avec les compliments du guide Sarkozy-Kadhafi, l'histoire secrète. 6 ans d'enquête, des centaines de documents et de témoignages inédits parfois, appuyant la thèse selon laquelle Mouammar Kadhafi aurait bien financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Et parce qu'il était devenu un témoin gênant, il fallait écarter le leader libyen. Nous reviendrons en détail sur cette thèse avec lui. Mais d'abord, cette question des mineurs isolés, pour beaucoup, des jeunes migrants sans famille qui posent un problème épineux au pouvoir public. Vous allez le voir, selon un rapport d'information au Sénat qui date de juin dernier, leur nombre a explosé ces dernières années. Voyons ces chiffres avant d'en parler avec nos invités, avec Sandra Cerquera. La protection de l'enfance suit en grande majorité des mineurs isolés français. 290 000 sur tout le territoire. Seuls 10% des mineurs suivis sont étrangers, venus sans leurs parents, majoritairement d'Afrique, fuyant la guerre ou la misère. Et leur nombre explose. En 2010, ils étaient 4 000 mineurs étrangers à être pris en charge. Ils seront 25 000 d'ici la fin 2017. En théorie, ils ne sont pas soumis aux règles de séjour des étrangers. La loi impose de les héberger et de les scolariser jusqu'à leur majorité. Mais en pratique, c'est plus complexe. Bon nombre d'entre eux sont reconduits à la frontière. Les dépenses liées à leur prise en charge augmentent elles aussi, et les départements qui financent tirent la sonnette d'alarme. Les plus concernés sont la région Île-de-France, avec Paris et la Seine-Saint-Denis, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Les structures d'accueil sont saturées et ne permettent plus d'accueillir les autres bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance. L'État s'est engagé sur une prise en charge financière et l'ouverture d'une concertation pour définir un plan d'action début 2018. Et nos invités en plateau réagissent déjà. On va en parler avec eux dans un instant. Ibtissam Bouchara, bonsoir. Vous êtes éducatrice spécialisée, membre de l'association de défense des mineurs isolés étrangers. Anaïs Vrin, bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat de la magistrature et ancienne juge pour enfants, si je ne me trompe pas. Dominique Leménaire, bonsoir. Vous êtes président du conseil départemental de la Sarthe. Et Pierre-Henri, directeur général de l'association France Terre d'Asile. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais d'abord que vous nous disiez précisément de qui on parle quand on évoque ces mineurs isolés. Pierre-Henri. Alors d'abord, il y a une dénomination qui a évolué. On parle aujourd'hui de mineurs non accompagnés. Hier, on parlait de mineurs isolés étrangers. Ce sont a priori des jeunes gens qui ont moins de 18 ans et qui arrivent sur le territoire. Mais quand je viens de dire a priori, c'est là où se situe le débat le plus compliqué autour de la question de l'évaluation de la minorité. Et enfin, pour terminer cette introduction, la plupart, ça a été dit dans votre reportage, viennent soit de zones de guerre, notamment de jeunes Afghans, soit du continent africain, et parce qu'un certain nombre de jeunes gens s'inventent aussi, ont besoin de s'inventer un avenir sur le territoire européen. Ibtissam Bouchara, ce sont des jeunes qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui ne sont pas là pour les mêmes raisons que les migrants adultes? Ils ont un profil particulier? Moi, j'aime pas trop faire une distinction entre les deux types de migration, parce que pour moi, quelle que soit l'origine pour laquelle on vient sur ce territoire, elle reste des raisons qui leur sont propres à eux. Et j'ai vu qu'effectivement, dans le rapport du Sénat qui date du mois de juin, on fait bien une distinction entre migration économique et la fuite de certains pays en guerre. Je suis pas sur le principe de faire cette distinction. Ce sont des jeunes qui, pour des raisons... Alors, il y a un rapport qui est sorti, il me semble, sur
Rich, qui est assez plutôt intéressant, et qui dit qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas des jeunes qui déjà sont mandatés par leur famille, pour des raisons économiques, que parfois... Vous voulez dire que ce sont des on-dit, que c'est faux? Ils ne sont pas là parce que leur famille leur a dit va essayer de gagner de l'argent en France, par exemple? Ce rapport est assez sérieux. Il dit que ces jeunes-là, parfois, les familles apprennent sur leur chemin de route qu'ils sont partis. Donc, ils ne sont pas forcément mandatés. Et il ne faut pas oublier aussi que ce sont des jeunes qui ont un lien avec notre pays pour des raisons d'histoire. Vous parlez de quoi? Colonisation? Voilà, c'est ça. Et que souvent, ils vouent un amour pour la France et ils espèrent pouvoir trouver leur place, tout simplement. Donc, en tout cas, pour ma part, je n'aime pas faire une distinction entre les deux. Anaïs Vrins, je vous ai vu réagir en écoutant le sujet à l'instant. Oui, et d'ailleurs la manière dont le débat s'engage est assez révélateur de la manière de traiter cette question-là, c'est-à-dire qu'on est d'ores et déjà sur ce qui motiverait ces enfants à migrer, à arriver en France, ou sur la question de leur âge. Et finalement, pour nous, au syndicat de la magistrature, le point central, c'est la question de la protection de l'enfance et de l'intérêt supérieur de l'enfant à être protégé, à ce que ses besoins soient satisfaits. Dire ça ne suffit pas à régler toutes les questions pratiques qui se posent et les véritables difficultés des départements dont c'est la compétence protection de l'enfance de faire leur travail et de le faire bien. Et je crois que depuis longtemps, les départements tirent la sonnette d'alarme parce que, et ça fait longtemps qu'ils ne sont plus en mesure d'exercer pour ces enfants-là et pour les autres leur mission. Parce que c'est important de préciser, il me semble, que le dispositif de protection de l'enfance est saturé dans pas mal de départements. En dehors de la question des mineurs isolés étrangers. Et moi, je pense que peu importe comment on les dénomine, parce que finalement, en changeant les termes, on n'a pas changé la situation de ces enfants-là. Et c'est comment, en France, nos institutions qui sont en charge de la protection de l'enfance, et donc les départements, et donc les juges des enfants, les parquets pour mineurs, peuvent faire le travail dans de bonnes conditions. Et en cela, le fait que le gouvernement se positionne sur un soutien de l'État, financier en tout cas, c'est un bon signe. Après, on reviendra un petit peu plus tard sur les modalités que ça prend et sur le fait de transférer, de créer encore plus de régimes dérogatoires pour ces jeunes. C'est peut-être la deuxième partie du débat. Absolument, on va y venir. En tout cas, je voudrais d'abord connaître la réalité des choses. Dominique Leménaire, quelle est votre réalité à vous? Alors, en réalité, il y a une compétence qui est exercée par le département, comme on l'a rappelé, qui concerne les mineurs. Alors ici, on dit non accompagnés, mais en fait, tout ce qui concerne l'enfance est une compétence du département. Alors il y a à la fois un problème de procédure, de compétence et puis d'urgence. Un problème de procédure, parce qu'aujourd'hui, on met à la charge des départements quelque chose qui doit relever dans un premier temps de la compétence de l'État, et notamment au titre de la politique migratoire. On est sur un sujet qui concerne des personnes qui arrivent sur le territoire. D'ailleurs, il y a un problème de filière et je crois qu'il faut prendre garde à cet aspect des choses où on a des filières organisées et on le constate chez nous déjà dans nos départements. Des réseaux qui permettent de alors trafiquer, non, mais en tout cas qui organisent ces filières. Et aujourd'hui, on a ce problème d'augmentation, et c'est une augmentation très forte puisque depuis 2012, c'est près de 47% d'augmentation des chiffres. Et dans le même temps, une situation des départements qui, évidemment, sont sensibles à l'urgence et à la détresse, c'est notre rôle, c'est notre compétence, mais qui a été amoindrie du fait de la baisse conséquente des dotations de l'État, et notamment des non-compensations, ce que vous disiez très justement. Donc les besoins augmentent, mais on vous donne moins d'argent, donc vous vous retrouvez dans une impasse. On nous donne plus de compétences qui ne sont pas tout à fait les nôtres, on les élargit et on ne nous donne pas les moyens. Alors ça pose effectivement le problème, premier temps, de la mise à l'abri de ces jeunes, l'évaluation de leur minorité. Il y a presque la moitié qui ne relève pas de la minorité, mais sauf que dans le temps... Je vous donne l'exemple de mon département. Vous faites bondir nos invités, ils veulent tous réagir. Pierre-Henri va réagir et ensuite Ibtissane Bouchara. Mais voilà, nous y sommes. Le débat depuis près de 20 ans est le même entre les départements et l'État. En réalité, avec une question qui est posée, c'est qui finance ? Et de quelle autorité répondent ces mineurs isolés étrangers. La réponse, elle est très claire, c'est de la protection de l'enfance qui est exercée par les départements. Mais les départements, évidemment, se tournent vers l'État pour dire oui, mais c'est une question migratoire et c'est à l'État. Et la politique de l'immigration, ça doit relever de l'État. Mais et donc, on en revient à une question qui est extraordinairement passionnelle, qui est celle de l'évaluation de la minorité.
et qui est extrêmement contesté. Il y a ce sujet-là. Alors, il faut savoir qu'est inscrit dans la loi la possibilité, en dernière analyse, d'avoir recours à des tests osseux. Ça, c'est l'outil, un des outils qui est à la disposition du juge. Alors, expliquez-nous, des tests osseux, c'est-à-dire on fait une radio du poignet pour savoir si le jeune est bien mineur ou pas. Tout à fait, c'est cela, mais c'est basé sur un référentiel qui date de 1930, qui s'appelle l'Atlas de Greulich-et-Peel, et dont tout le monde dit qu'il présente 18 mois d'incertitude. Comme la plupart des mineurs qui sont sur la route, aujourd'hui, ou en tout cas des jeunes gens qui sont sur la route ont entre 15, 16 ans et 22 ans, c'est évidemment extrêmement préoccupant parce que quand vous évaluez la minorité, 18 mois d'incertitude, ça vous fait basculer soit dans l'âge adulte, et à partir de ce moment-là, c'est le droit commun de l'immigration qui va s'appliquer. Et donc, vous devenez expulsable. Et oui, tout change. Vous n'êtes plus entre les mains de la protection de l'enfance. Alors que je rappelle qu'en France, quand vous êtes dans la protection de l'enfance, évidemment, l'éloignement n'est pas possible. Alors, et donc, une des questions, mais pour aussi faire avancer le débat, il me semble qu'il faut réussir à travailler sur cette question de l'évaluation, et si possible, de manière concertée. Il faut Mais vous dites vous-même que c'est passionnel comme débat, alors c'est compliqué. Mais il faut sortir du référentiel. Enfin, écoutez, le seul domaine où on n'a pas fait de progrès depuis maintenant plus de 80 ans, c'est la mesure de l'âge pour ces mineurs. Je pense qu'il y a quelques moyens de progresser en ce domaine. Alors, Ibtissam Bouchara, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait confiance quand ils nous disent qu'ils ont moins de 18 ans? Comment on vérifie? Alors, pour revenir au débat, ce que disait le président du Conseil général de la Sarthe, c'est ça, c'est que dans le passionnel, le meilleur moyen de sortir du passionnel, c'est de remettre du droit. Vous êtes d'accord avec moi, et que on sait que la France est quand même engagée sur des conventions internationales. Il y a aussi des textes en droit interne qui nous dit que la présomption de minorité doit prévaloir. Et puis sur la question de la minorité-majorité, non, c'est faux. La protection de l'enfance, c'est aussi des jeunes majeurs. C'est des contrats jeunes majeurs qui peuvent être signés jusqu'à l'âge de 21 ans. Ça, on l'ignore, effectivement. Dans les faits, même des jeunes qui ont un parcours chaotique, classique de l'aide sociale à l'enfance, on leur propose plus, parce que les départements, effectivement, sont acculés et ne peuvent plus exercer leur mission de protection de l'enfance comme auparavant. Et donc, si on sortait de cette question de mineur majeur, même un jeune de 19 ans malien qui se retrouve sur le territoire, on pourrait très bien lui proposer certains contrats jeunes majeurs, ce qui est fait sur le SAMI de Caen, par exemple. C'est une question de compétence entre département et État. Si vous êtes majeur... quand on est dans la protection de l'enfance, on signe un contrat jeune majeur et ça relève de la compétence de l'aide sociale à l'enfance. Si vous avez plus de 18 ans, vous relevez du droit commun, de l'entrée. Il y a des dispositifs, excusez-moi, mais alors là, c'est vraiment l'ancienne juge des enfants qui parle. Il y a des dispositifs qui sont d'ailleurs issus du fait qu'on a supprimé, que la majorité est passée de 21 ans à 18 ans, qui a laissé subsister, parce que déjà à l'époque, on se souvenait que 18 ans, c'est un petit peu jeune pour devenir complètement adulte. Et donc, on a laissé subsister un certain nombre de mesures éducatives dont peuvent bénéficier ces jeunes. Et je pense que c'est intéressant de le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se focalisent autour de l'évaluation de l'âge. Je précise, je fais un petit retour en arrière sur les tests osseux. Il faut quand même rappeler, et même si on réévalue, si on refait des référentiels, si on refait des études sur la question de l'examen osseux, il faut rappeler quand même que ces examens osseux ont été prévus pour diagnostiquer et traiter les troubles de croissance. Et que ces tests-là ont été détournés, vous voulez dire ? Alors, ils sont détournés parce que c'est des tests à utiliser dans un cadre médical pour faire face à des difficultés de croissance. Et les spécialistes des troubles de croissance disent que même des grands professionnels avec une analyse très fine, qu'il faut une analyse très fine pour observer ces tests, et que même avec une analyse très fine, les résultats ne sont pas fiables. Ils ont le droit de les contester, excusez-moi, ils ont le droit de les contester, de ne pas accepter de les faire, et s'ils les font, de contester les résultats, les mineurs. Parfois, devant les juridictions, c'est qu'on en déduit qu'ils sont de mauvaise foi et que du coup, ils sont majeurs. Il y a eu un enchaînement.
La particularité sur les tests, c'est important de le dire quand même, parce qu'ils sont restés dans la loi, mais on n'est passé pas loin de les supprimer. C'est d'ailleurs la préconisation du défenseur des droits. Et la véracité, l'authenticité de ces tests, elle est contestée depuis très longtemps. Elle est encore dans la loi, mais je pense que c'est une question d'années, puisqu'elle finira, j'en suis persuadée, par disparaître, vu le sens. Et ce qui est important vraiment de préciser... Optimiste, hein, on a perdu cette bataille l'année dernière. Hein. Non, mais ce qui est important de préciser, c'est qu'en tout état de cause, même si on pouvait approcher au mois près l'âge osseux d'un enfant, ça ne nous donnera pas son âge civil. Je crois qu'il y a une question d'urgence, si vous permettez. C'est simplement qu'on a tous conscience qu'il faut faire quelque chose. Vous savez, les personnels qui ont la gestion de ces cas, d'abord, il y a une présomption de minorité, vous l'avez rappelé. Ensuite, une présomption d'authenticité des actes qui sont présentés. Donc, on n'est pas dans un domaine de procédure. Nous, on a à faire face à des jeunes qui arrivent. Il faut les prendre en compte et il faut trouver des réponses. Alors que ce soit l'État qui finance ou le département qui finance, la question, c'est de savoir qui fait vraiment les choses. Et sur à peu près le milliard d'euros que représente cet accueil pour les départements, l'État nous dit qu'il va verser 132 millions d'euros. Absolument. Justement, puisque vous en êtes là, je voudrais qu'on écoute Édouard Philippe, qui effectivement, c'est exactement ce qu'il a dit la semaine dernière. C'est la question de la prise en charge qui fait évidemment l'objet de grandes tensions entre les départements et l'État. Édouard Philippe a annoncé un geste la semaine dernière. Écoutez. L'État assumera l'évaluation et l'hébergement d'urgence des personnes se déclarant mineurs entrants dans le dispositif jusqu'à ce que leur minorité soit confirmée. Cet accueil d'urgence et cette capacité à dire si oui ou non nous sommes en face de mineurs ou de majeurs doit relever de la responsabilité de l'État. Et c'est un engagement du Président de la République. Je le confirme devant vous. Alors Dominique Le Menner, est-ce que c'est un engagement fort? Est-ce que ça va changer les choses pour vous? C'est certes un engagement, ça permet aussi de voir que l'État et le Président de la République l'avaient rappelé il y a quelques semaines, que c'est une compétence qui juge de la responsabilité de l'État, mais en même temps, on voit bien la distorsion entre le coût réel, qui est celui que nous avons à notre charge, et cette approche. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que là, encore une fois, nous avons des personnels qui sont face à des situations très difficiles à gérer. Parce que de l'hébergement, c'est pas simplement dire on va mettre des gens dans un espace et on va pas s'en occuper. D'abord parce qu'il y a aussi des rapports de force qui s'établissent, il y a des différences. Il y a des rapports de force entre qui? Entre les jeunes qui sont pas forcément des mêmes origines, qui sont pas des mêmes États, et donc il y a ces difficultés. Et puis après, donc ça demande quoi? De la sécurité? Bien sûr, il faut trouver des moyens d'accompagnement qui soient des accompagnements efficace. Et nous, on a conscience de ça. C'est notre job, si je puis dire. C'est ce qu'on fait quotidiennement avec beaucoup de jeunes. Mais la difficulté, c'est qu'elle est beaucoup plus vaste, avec des nombres qui augmentent très très rapidement. Et donc là aussi, on a des difficultés pour être dans l'efficacité sur le terrain. Vous voyez, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de définition de qui fait quoi et comment on arrive à créer ces programmes. Je vais tous vous faire réagir dans un instant. Je voudrais juste qu'on regarde un autre document. On va s'arrêter sur le cas du département des Hautes-Alpes. D'ici la fin de l'année, ce département aura accueilli plus de 1000 mineurs étrangers non accompagnés. Un accueil qui l'oblige à avancer plus de 2 millions d'euros. On a interrogé le président du conseil départemental des Hautes-Alpes et il nous confie sa déception devant ces annonces d'Édouard Philippe. Il faut trouver des lieux d'hébergement qui soient des lieux à la fois sécurisés et conformes à ce qu'un mineur, à ce que nous devons faire dans notre responsabilité d'accueil. Et aujourd'hui, le vase il déborde. On ne sait plus où les mettre. Moi, j'ai la possibilité d'héberger environ 60 mineurs, alors que j'en ai 180 hébergés. Alors, ils sont dans des hôtels, dans des conditions qui sont plus que limites. Et puis, je ne vous parle pas du coût que ça représente pour le budget du département. Alors qu'une année normale, on consacre entre 50 et 100 000 euros pour cette politique-là. En 2017, le département aura dépensé 2 millions d'euros pour l'accueil des mineurs non accompagnés. C'est un cri d'alarme, Pierre-Henri? Oui, je connais bien ce département parce que nous avons été sollicités en tant que structure pour prendre en charge les mineurs non accompagnés qui arrivaient sur les Hautes-Alpes. Mais je vous rappelle que c'est directement la conséquence de la politique migratoire que nous menons ou que nous ne menons pas vis-à-vis de l'Italie. En réalité, les forces de police sont concentrées du côté de Menton et Vintimille, surveillent la vallée de la Roya, mais la frontière franco-italienne, c'est quoi? C'est 515 km. Et vous avez énormément de jeunes gens qui sont arrivés au mois d'août depuis l'Italie dans le Briançonnais. Et donc, le département des Hautes-Alpes
s'est retrouvé soudainement avec 150 mineurs à prendre en charge. Évidemment, pour un département rural de cette nature, ça représente un défi extrêmement considérable. Et donc, la question, elle est aussi la suivante. Il faut articuler l'ensemble des dispositifs. Parce que là où je suis d'accord, c'est que, évidemment, que vous ayez 18 ans un jour, ou 17 ans, 11 mois et 29 jours, vous pouvez être dans le même état de vulnérabilité. Et donc, la question, elle est bien celle de l'articulation dans la prise en charge. Quant à la question des mineurs non accompagnés, je crois que la France et l'Europe s'honoreraient de mieux accueillir ces jeunes gens qui sont aussi une ressource possible pour nous tous. Et donc, d'avoir des politiques offensives en matière éducative me paraît une bonne chose. Mais il faut absolument qu'on sorte de cette instrumentalisation autour de la question de l'âge. Il n'y a pas une institution nulle part qui acceptera d'accueillir sur simplement une base déclarative les jeunes disant je suis mineur. Donc, il faut trouver une méthode qui nous permette, au-delà des documents d'état civil, parce que ça, quand il y a état civil, il n'y a pas de difficulté, mais quand il n'y en a pas, il faut trouver une méthode qui soit plus consensuelle que celle d'aujourd'hui. Et petit Sam Bouchard. Vous avez dit des chiffres en début, 25 000. 25 000 jeunes. C'est-à-dire que la France n'est pas capable d'organiser un accueil sur son territoire de 25 000 mineurs isolés étrangers. C'est pas 500 000, c'est pas 600 000, c'est pas 80 000, c'est 25 000. Sur la deuxième chose, c'est que sur la question des départements, moi ce que je déplore, c'est ces nouveaux appels à projets autour de prise en charge de prix de journée de 50 €, que moi j'estime en tout cas discriminatoire, dans le sens où pour un jeune classique, on est autour de 150 et 200, et pour un mineur isolé étranger, on est autour de 50 €. Non. Pourquoi cette différence-là de prise en charge? On vous a laissé parler, laissez-moi aller jusque... En tout cas, sur certains départements, on va jusqu'à 50 €, voire plus bas. Sur la question de l'évaluation, je rappelle que sur des refus, notre travail de militant à Réseau Sans Frontières et l'association de défense des mineurs isolés étrangers, c'est de faire recours à ces refus. Et nous gagnons parce que les jeunes font valoir leur minorité. C'est que bien évidemment le système d'évaluation tel qu'il est conçu actuellement n'est pas bon, et que vous avez des refus dans le département d'Île-de-France au faciès. Dernière chose, moi je trouve que ce n'est que le fruit, ou en tout cas l'esquisse de la volonté de ne pas accueillir ces jeunes-là. Vous pensez que c'est ça au fond? Au fond, c'est ça. Anaïs Vrin, vous êtes d'accord? On n'a pas pensé, on n'a pas inscrit ces enfants-là dans du long terme, et on n'a pas investi en eux, parce qu'après tout, ils sont sur le territoire. On le fait de manière poussive, on le fait sans envie. C'est aussi votre avis? Mais en tout cas, c'est encore une fois, tout se déplace sur la question migratoire. Et pourquoi? Parce qu'on part d'un postulat erroné qui serait qu'une arrivée massive de jeunes isolés étrangers, dont la moitié serait au final pas des mineurs mais des majeurs, saturerait le dispositif de protection de l'enfance. Il faut déconstruire un petit peu ça. Vous parliez des chiffres, la moitié reconnus majeurs ou reconnus mineurs. Ces chiffres-là, c'est des chiffres qui résultent d'une évaluation faite par les départements. Et on sait que à cause d'une saturation de l'hébergement de manière générale pour tous les enfants, l'attention s'est déplacée de l'hébergement à l'évaluation. Et qu'on sait très bien, et aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire, et notamment en Île-de-France, que l'évaluation sert de variable d'ajustement sur les protections. Je vous trouve un peu sévère avec les départements, parce que c'est pas du tout l'esprit dans lequel se font les choses. Je termine ce que je voulais dire, et pour avoir beaucoup travaillé et très bien travaillé avec les départements, je sais très bien leurs compétences dans ce domaine-là, et c'est bien pour ça que je pense que on pense au syndicat de la magistrature qu'il faut que ce soit eux qui restent compétents. Mais en tout cas, attention sur les chiffres, parce que entre les 4 000 évoqués et les 25 000 aujourd'hui, évidemment, on a l'impression que c'est massif. Il faut savoir que à la mise en place du protocole de 2013, qui a été consacré par la loi du 14 mars 2016, qui a créé un régime dérogatoire pour ces jeunes-là, on en est d'accord aujourd'hui, on avait sous-estimé le nombre de mineurs isolés. Et ce protocole, parce qu'il avait une vocation, les intentions étaient tout à fait louables, il avait vocation à mieux organiser
organisé, en tout cas l'intention à mieux organiser leur accueil, a rendu visible des situations qui ne l'étaient pas. Mais en tout cas, 1 sur 2, ça ne veut pas dire que c'est un majeur sur 2. Ça veut dire que le dispositif d'évaluation tel qu'il est fait, et comme vous le soulignez, qui est pas correctement fait, pas par faute des professionnels, mais parce qu'il y a un problème de conception, amène à reconnaître majeurs des jeunes qui ne le sont pas. Il faut dire que c'est une minorité, c'est-à-dire qu'on veut faire passer ça pour un système d'arnaque et d'adultes qui voudraient bénéficier de protection de l'enfance, ce qui n'est pas le cas. Personnel derrière capable de prendre en charge. Et alors, donc là, c'est une dimension qui n'est pas liée simplement à l'évaluation, parce que je suis persuadé qu'on accueille beaucoup plus qu'on devrait le faire. Et la limite est d'ailleurs pas la question de l'âge, parce que même quand on a atteint sa majorité, ça ne veut pas dire qu'on n'intéresse plus la collectivité qui s'est occupée. Vous savez, les personnels, quand ils suivent les enfants, et même quand ils deviennent adultes, ils continuent à avoir des rapports avec eux. Donc je ne pense pas qu'il faille faire ce... Alors pour illustrer votre propos, je voudrais qu'on regarde une petite séquence. Jérôme Rabier a été en tournage la semaine dernière avec la sénatrice Esther Benbassa et il a assisté à une scène assez étonnante. C'était à la frontière franco-italienne. Regardez. Une troisième personne a été interpellée. Les policiers l'ont conduite sur le quai en face pour un retour direct en Italie. Problème, elle se déclare mineure. Bon, ne pleurez pas. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Vous venez d'où? De la Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous êtes venue comme demandeuse d'asile? Ce qu'on nous a dit ici, c'est que c'est courant qu'on renvoie la personne mineure en Italie. On ne pas s'encombrer, oui. La commissaire en charge de la lutte contre l'immigration irrégulière arrive alors sur les lieux et peine à expliquer ce renvoi immédiat en Italie. On va étudier sa situation. C'est-à-dire sa situation. Ben, on va l'étudier, on va voir un peu. Voilà. C'est pas mieux de l'amener au service de l'enfance? Je vais voir. On va oui, voir mais si on n'était pas là, vous l'appliquez pas, puisqu'elle était là, seule, elle attendait le prochain train. Ça veut dire que la procédure n'a pas été appliquée. Sûrement, il y a une explication. Voilà, je précise que c'est le hasard du tournage qui a donné lieu à cette séquence. Vous avez malheureusement 30 secondes pour réagir à cette séquence. Moi, je crois qu'il y a une question fondamentale, c'est la politique européenne en la matière. C'est-à-dire que non seulement on demande aux États d'apporter une réponse, aux départements de le faire, mais il y a une politique européenne qui devrait être beaucoup plus claire, beaucoup plus lisible, et elle ne l'est pas aujourd'hui. Donc on a des flux migratoires importants. Je pense que d'ailleurs ça va continuer, on va avoir une augmentation pour tout un tas de raisons, que ce soit des problèmes économiques ou climatiques, et donc ce problème va se poser de manière de plus en plus aiguë. Il est temps de s'y pencher, de trouver des solutions d'urgence. Pierre-Henri, on voit que les forces de l'ordre sont un peu aussi Mais débordées. vous savez, les forces de l'ordre, elles font ce qu'elles savent faire, c'est-à-dire elles dispersent les flux. Aujourd'hui, enfin, elles ont des consignes, a priori, quand c'est un enfant. Et ça ne peut pas tenir lieu d'une politique d'accueil à la frontière franco-italienne du côté de Menton et de Vintimille, puisque nous y étions là. Ça se passe tous les jours. Alors, pour moi, c'est l'exemple flagrant que ce n'est pas une crise migratoire, mais une crise de l'hospitalité. Et que jusqu'ici, ça touchait des majeurs et que là, on commence à toucher à des enfants. Alors, si on commence à toucher aux droits des enfants, je vous laisse imaginer vers quel nivellement du bas on va vers cette société. Anaïs Vrin. Je crois qu'il faut vraiment rappeler que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle s'applique, et qu'en France, un enfant est d'abord un enfant avant d'être un étranger. Et ce serait bien qu'on l'intègre avec les budgets qui vont avec pour avoir une politique ambitieuse d'accompagnement éducatif de tous les mineurs qui prétendent à cette protection. Et merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat et d'avoir respecté le temps. Je sais que c'est serré. Merci, on aura l'occasion d'en reparler sur Public Sénat. On passe au match des idées avec Anne Levade et Jean-Pierre Mignard. Nous allons revenir sur le phénomène Balance ton porc sur Twitter. Des centaines de femmes dénoncent des gestes déplacés dont elles ont été victimes, allant parfois jusqu'à l'agression sexuelle ou le viol. Certaines ont donné le nom de leur agresseur présumé, devrais-je dire, parce que toute la question est là aussi. Twitter est-il devenu un tribunal où la présomption d'innocence serait bafouée? On va poser la question à nos invités dans un instant, mais d'abord retour sur le phénomène avec Julie Hulin. 12 octobre dernier, alors que le scandale Harvey Weinstein prend de l'ampleur, le titre de cet article inspire une journaliste. Sandra Muller lance sur Twitter le hashtag Balance ton porc pour encourager les femmes à dénoncer des actes de harcèlement sexuel. Pour donner l'exemple, elle-même dénonce un de ses anciens patrons. Un tweet qui libère la parole de centaines de femmes. En quelques jours, le mot-clé devient viral. Des milliers de commentaires et de témoignages. Une véritable déferlante qui témoigne de la force des réseaux sociaux pour libérer la parole. Mais si rares sont celles qui livrent le nom de leur agresseur, le hashtag alimente la polémique d'un possible appel à la délation.
Twitter serait-il devenu un gigantesque tribunal sans juge ni avocat? L'essentiel, c'est le fond de ce qu'elles disent et je comprends que être derrière un écran soit plus facile pour dire des choses qui sont extrêmement dures à verbaliser. Maintenant, bien évidemment, Twitter, ça ne remplace pas un tribunal, ça ne remplace pas une action en justice, mais c'est déjà un premier pas et peut-être un pas majeur pour beaucoup de femmes que de parler de ce sujet. Un premier pas dans un pays où 94% des plaintes pour harcèlement sexuel sont classées sans suite et où seulement une femme sur 5 porterait plainte. Un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles devrait voir le jour début 2018, après une consultation citoyenne. Avec nous pour ce match des idées, Anne Levade, bonsoir. Vous êtes juriste, constitutionnaliste et président de la haute autorité du parti Les Républicains. Jean-Pierre Mignard, bonsoir. Vous êtes avocat et président du comité d'éthique de La République En Marche. Si on parle de droit pur, est-ce que ces dénonciations sur Twitter, ces noms jetés sur la toile, il faut le dire comme ça, cela pose un problème juridique? Alors, juridiquement, ça peut en poser, tout dépend des termes dans lesquels les dénonciations sont faites, si elles visent nommément des personnes ou non. Oui, s'il y a des noms, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains réagissent en disant soit dénonciation calomnieuse, soit diffamation. J'allais dire qu'il y a évidemment de ce point de vue-là, dans les réseaux sociaux, une dimension expiatoire. Enfin, on vient expliquer les choses que l'on n'a pas osé ou voulu dire auparavant, sans forcément d'ailleurs se poser la question de savoir comment la chose retombe en quelque sorte et est perçue. Le plus dangereux en réalité serait de croire que le simple fait de balancer, puisque c'est le mot utilisé dans le hashtag sur Twitter, peut conduire à ce que quelque chose se passe. C'est-à-dire ceux qui imagineraient que c'est quasiment le moyen d'enclencher une procédure, bien évidemment, seraient obligés de constater que sur ce terrain-là, ils ne pourront qu'être déçus. Mais est-ce que les contours juridiques sont clairs sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est comme dénoncer quelqu'un sur la place publique? Ah ben oui, bien sûr, il faut faire attention quand même, parce que la condition, c'est que ce soit vrai. C'est tout, parce que sinon, c'est une diffamation. Voilà, c'est une diffamation. Donc, c'est juste si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, c'est une diffamation, donc c'est un délit. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, appelle ces femmes qui donnent ces noms sur Twitter à porter plainte. Sauf que vous savez comme moi... Sauf que vous savez comme moi que la plainte est un marathon un peu complexe, peut-être un pas difficile à franchir pour ces femmes. Est-ce qu'elles n'en arrivent pas là parce que, d'un point de vue judiciaire, juridique, c'est compliqué pour ces femmes d'aller porter plainte? Non, alors je ne pense pas qu'on puisse dire les choses comme ça. Il y a plusieurs dimensions. Ce qui peut être compliqué dans le fait de déposer une plainte, c'est plus la dimension psychologique, j'allais dire, que la dimension juridique à proprement parler. Porter plainte en tant que telle, et j'allais dire a fortiori dans le contexte que l'on vit, je pense, sur ces sujets-là, et sinon facile, du moins audible. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre d'un dépôt de plainte sur un harcèlement sexuel, ou d'ailleurs d'autres qualifications, parce qu'un certain nombre de choses qui sont dénoncées peuvent être passibles de poursuites pour viol ou autre, je n'imagine pas qu'on puisse considérer que ce soit difficile. Après, c'est une démarche psychologiquement, le cas échéant, compliquée, mais surtout... Et je le redis, il faut être conscient que ça n'est pas en le mettant sur Twitter que ça va changer les choses. Sauf effectivement à ce qu'il y ait une dimension purement cathartique et qu'on se sente mieux en l'ayant dit. Mais pour autant, ça n'engagera absolument aucune procédure. Alors surtout que des gens, vrais ou faux, puisque je ne sais pas, alors déposent plainte pour dénonciation calomnieuse. Sur le fait que la dénonciation... Alors d'ailleurs, dénonciation calomnieuse, à mon avis... c'est pas juste parce que c'est diffamation. Je vois pas très bien parce que la diffamation, c'est quand une révélation est portée au public d'un élément de nature à porter atteinte à votre honneur, à votre considération. Sur Twitter, c'est ça. Twitter n'est pas un service de police qui reçoit une plainte, donc c'est pas une dénonciation calomnieuse. Ça s'appelle une diffamation. Donc ceux-là font une erreur de droit. Et est-ce que le parquet pourrait s'auto-saisir d'une affaire qui aurait été dénoncée sur Twitter? Est-ce que ça, c'est possible? Ah oui, tout à fait. Ah non, mais bien sûr. Dès lors, mais le parquet, tous les jours, très souvent, dès lors qu'une information est portée à sa connaissance de faits susceptibles de révéler l'existence d'une infraction, non seulement peut, mais je dirais doit se saisir des faits, oui, bien sûr. Oui, pardon. Pardon, s'ajoute un élément qui par ailleurs donne lieu à d'autres débats et dont on pourrait parler longuement, qui est évidemment la question de la prescription des faits qui ont été commis. Parce que la grande différence aussi, c'est ce qui est susceptible de poursuite parce que les faits ont eu lieu dans un délai où ils sont encore soumis au code pénal, et puis des faits qui seraient beaucoup plus anciens. Alors on sait par ailleurs qu'il y a eu un débat qui a été engagé sur l'allongement des délais de prescription, ce qui pose plein d'autres difficultés, parce que le délai de prescription, il a aussi un sens au regard du
du code pénal, c'est-à-dire qu'il s'agit de considérer qu'à un moment donné, il y a plus d'inconvénients à continuer à poursuivre l'auteur d'un fait qu'à décider d'un oubli, en quelque sorte, qui est plus bénéfique pour la société. Mais donc c'est pour dire que derrière ce mouvement Balance ton port, il y a effectivement toute une série de conséquences juridiques qui sont de nature très différente et qui conduisent aussi à ce qu'on ne puisse pas, de manière générale, répondre à tous les cas de figure de la même manière. Je voudrais vous donner quelques chiffres que j'ai lus hier par hasard dans le journal du dimanche. En France, chaque année en moyenne, il y aurait 220 000 victimes de violences sexuelles. En 2016, environ 40 000 plaintes auraient été déposées pour tout. Viol, agression sexuelle, harcèlement. 93% de ces plaintes auraient été classées sans suite. Vous dites effectivement c'est facile, on peut le faire de porter plainte. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autocensure de ces femmes en se disant de toute façon ça n'aboutira pas, on ne me prendra pas au sérieux et je n'ai pas de preuves parce que ça s'est passé en quelques secondes. Oui, vous comprenez la difficulté de ces femmes? Bien sûr, vous avez raison, mais d'abord, s'il n'y a pas de suite, c'est peut-être parce que l'identification des auteurs est rendue impossible. Parce que si vous avez un type qui touche une femme qui a des gestes déplacés, etc., avec des propos, il s'en va. C'est dans la rue, c'est dans le métro, c'est dans un bus, etc., on peut toujours déposer plainte. Comment voulez-vous que le type soit retrouvé? C'est à peu près impossible. Donc il y a toute une série de plaintes auxquelles il n'est pas donné suite parce qu'il est impossible de retrouver l'auteur. Là où ça peut poser question, c'est si on connaît l'auteur et que rien ne se passe. Oui, là ça peut en effet poser un problème. Et si en plus il y a réitération des actes, par exemple, avec harcèlement, donc. De harcèlement, par exemple, là c'est autre chose. Là, s'il y a inertie, c'est qu'il y a un problème. Là, vraiment, c'est même une défaillance de la justice. Elle doit agir. Puisque vous parlez de harcèlement, en mai 2012, le Conseil constitutionnel a abrogé avec effet immédiat le délit de harcèlement sexuel. À l'époque, il y avait 2000 procédures en cours. Certaines ont été requalifiées, d'autres sont complètement tombées. Est-ce que ça n'a pas été un très mauvais signal envoyé à ces femmes? Et est-ce que ce n'est pas peut-être là que le phénomène Balance ton port prend racine aussi? Alors, je vais évidemment répondre à cette question. Je prolonge juste la réponse à la question précédente sur les statistiques, etc. Je pense que le très mauvais signal, c'est de dire dans la presse, il y a eu tant de plaintes, tant ont été classées sans suite, sans qu'on ait aucun élément, parce que dire des plaintes pour violences sexuelles, vous le disiez vous-même, il y a plein de qualifications différentes. Les plaintes pour violences sexuelles, elles demandent parfois aussi un travail psychologique sur soi-même pour les déposer. Et donc, effectivement, dire elles seront de toute façon classées sans suite n'est pas de nature à inciter. Donc, je pense qu'il y a une forme de danger à le présenter comme ça, alors qu'on n'a aucun élément sur les plaintes qui ont été déposées et celles qui ont été traitées. Je reviens maintenant à la question de la décision du Conseil. Le Conseil, lorsqu'il a statué sur le harcèlement sexuel, a statué sur un texte qui avait été modifié à plusieurs reprises, puisque l'article sur le harcèlement est un texte qui date de 92, sauf erreur, modifié à plusieurs reprises parce que c'est un objet difficile à cerner et que donc le législateur l'a fait évoluer. La dernière version qui lui a été soumise était, au regard des principes constitutionnels qu'il applique, insuffisamment précise. Et le Conseil constitutionnel a pour principe, parce que c'est la Constitution qui l'exige, qu'on ne peut être condamné en matière pénale que sur une base légale. Et quand on dit une base légale, ça veut dire un texte suffisamment clair et précis pour qu'il n'y ait pas de doute sur la qualification qu'on peut appliquer à un acte. Pourquoi? Parce que derrière, on peut être condamné si on est reconnu coupable de cet acte. Et en matière pénale aussi, le Conseil a pour habitude, et il l'a fait systématiquement dans le cadre de QPC, donc de questions qui sont posées alors que la loi est en vigueur, de faire une application immédiate, justement parce que sinon, ça veut dire qu'on accepterait que des gens soient condamnés sur une base qui est extrêmement fragile. Donc, là encore, quand vous dites est-ce que c'est un mauvais signal, c'est pas une décision qui a été prise contre les femmes victimes de harcèlement sexuel. C'est pas non plus une décision qui a été prise pour protéger tel ou tel qu'on aurait pu supposer coupable de harcèlement sexuel. Les agresseurs. C'est simplement l'application de sa jurisprudence traditionnelle en matière pénale. Il faut une base légale, il faut que le texte soit précis, et donc, dès lors que ça n'existe pas, on ne peut pas continuer à poursuivre quelqu'un, quelle que soit la nature du délit en cause. Mais alors, pardon, une question me vient. Est-ce que sur ces questions, du coup, le droit n'atteint pas ses limites? Non, parce qu'on a tenté de définir le harcèlement, donc des comportements à connotation sexuelle, portant atteinte à la dignité, présentant un caractère dégradant et humiliant, ou mettant les personnes, les femmes, dans une situation hostile, intimidante ou offensante. Voilà. Pour répondre précisément à la censure du Conseil constitutionnel, le législateur est obligé de fournir toute cette série de critères pour définir le harcèlement sexuel. Alors,
Alors, on va traiter un autre sujet ce soir avec vous. C'est cette question des 10 milliards d'euros à trouver pour le gouvernement actuel. Ça vous fait sourire, mais ça ne fait pas vraiment sourire. Édouard Philippe, alors je vous rappelle les faits. Le Conseil constitutionnel, encore lui, a retoqué la taxe de 3% sur les dividendes des entreprises qui avait été mise en place sous François Hollande. Résultat, l'exécutif se voit donc obligé de rembourser ces entreprises en question. Édouard Philippe a exprimé un certain agacement la semaine dernière sur notre antenne. Écoutez. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, le Conseil constitutionnel a censuré une mesure qui a été prise en 2012, en juillet 2012, par la majorité précédente, sur la commande du président de la République de l'époque, qui a un impact pour les finances publiques françaises de l'ordre de 10 milliards. C'est-à-dire que nous allons devoir rembourser à des entreprises 10 milliards d'euros qui ont été indûment prélevés, inconstitutionnellement prélevé, On va voir parce que c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Je vous le disais, il était un petit peu agacé, Édouard Philippe. Que vous inspire cette affaire? Est-ce qu'il y a eu erreur technique de la part de l'équipe de François Hollande ou est-ce qu'on a serré les dents en se disant ça va peut-être passer? Alors, je pense qu'il faut repartir, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué que la seule censure du Conseil constitutionnel. Il faut repartir du point de départ. Il s'agissait, pour des entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, donc qui connaissent déjà une taxe, de prévoir qu'il y ait en plus une taxe sur les dividendes payée par l'entreprise. C'est-à-dire, chaque fois que l'entreprise versait des dividendes, elle-même devait payer une taxe de 3%. Certaines entreprises étaient exonérées, notamment les PME. Je laisse ça de côté. En réalité, la difficulté s'est manifestée en deux temps, la difficulté juridique. Le premier temps, c'est que le Conseil d'État, saisi de cette question, s'est tourné vers la Cour de justice de l'Union européenne parce que étaient touchées indifféremment des entreprises de nationalité française ou européenne et qu'il fallait donc savoir si tout cela était compatible avec le droit de l'Union européenne. Réponse de la Cour de justice au mois de mai dernier. Pour les entreprises européennes, ça n'est pas possible parce que c'est en contradiction avec les règles figurant dans les traités. Du coup, ceux qui avaient saisi le Conseil d'État et qui avaient en même temps posé une question prioritaire de constitutionnalité ont vu leur question portée ensuite par le Conseil d'État devant le Conseil constitutionnel. Et là, le Conseil constitutionnel dit c'est inconstitutionnel parce que contraire au principe d'égalité. Pourquoi? Parce qu'on fait une différence entre les entreprises françaises et les entreprises européennes qui ne peut pas être justifiée par un motif d'intérêt général. Donc l'ensemble du dispositif par étapes en qu'elle se sorte se trouve mis en cause. D'ailleurs, qu'Édouard Philippe soit agacé ne me semble pas totalement anormal. En même temps, il faut rappeler que le gouvernement a bien vu qu'il y avait une difficulté puisqu'il a décidé de revenir sur cette taxe au mois de septembre, avant même d'avoir la décision du Conseil, puisque la décision de la Cour de justice... et puis pour le coup, Emmanuel Macron a été à Bercy, il était quand même plus ou moins au courant, il savait qu'il y avait une vraie fragilité. Jean-Pierre Mignard. Oui, je partage ce que dit Yann. Je vais quand même dire peut-être une observation. Parce que beaucoup de Français, de téléspectateurs, de citoyens doivent dire, mon Dieu, que tout ça est compliqué. Et vous voulez dire que j'ai été compliqué? Non, mais ce sont les questions non, vous avez révélé la complexité, effectivement, de prélever l'impôt. Et je constate néanmoins que nos sociétés démocratiques, quand même, vivent un véritable problème, notamment, vous écoutez là, on estime aujourd'hui que c'est à près de 1000 milliards d'euros, effectivement, qu'il y aurait de l'évaporation fiscale au niveau européen. Alors si on accepte effectivement que la drogue, les assujettis à l'ISF qui vont dans des offshore, on arrive à un paquet absolument extraordinaire. Mais en fait, considérons que c'est 170 milliards d'euros, dont 50 milliards de TVA transfrontière qui échappent à l'impôt pour l'Union européenne. On a chaque année en France 60 à 80 milliards d'euros en évasion. Donc on a des sociétés, c'est pas seulement la France, nous avons des sociétés démocratiques qui ont besoin d'argent parce que l'État dans nos sociétés opère un rôle de distribution qui est majeur et qui se trouve en effet de plus en plus affaibli par des ressources qui s'évaporent. Donc, alors c'est vrai que la France n'a jamais eu de son histoire des finances grandioses, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là, nos sociétés, nos États se trouvent face à un défi qui est absolument considérable, car la globalisation permet en effet une évaporation sur l'ensemble de la planète, et il faut donc en effet tricoter des conventions multilatérales entre États pour effectivement faire en sorte qu'une espèce de gendarmerie internationale faite par des
des États de bonne foi qui coopéreraient, tentent ici ou là de mettre des rustines pour bloquer les hémorragies fiscales. Mais nos démocraties, à mon avis, aujourd'hui, sont mises en danger par la fuite fiscale. Alors Jean-Pierre a parfaitement raison. Après, je ne voudrais pas qu'on pense, compte tenu de ce que vous venez de dire, que la décision du Conseil conduirait à ce qu'on puisse être moins bien protégé contre la fuite ou la fraude fiscale. Non, au contraire. Parce que en l'occurrence, c'est le droit. Oui, en l'occurrence, surtout ce que le gouvernement en 2012 poursuivait comme objectif lorsque cette taxe a été votée, c'était en réalité le fait de compenser une perte qui résultait du fait qu'on ne prélevait plus à la source certains organismes sociaux, etc. Et donc, en réalité, je pense que la faille elle-même retoquée sous Nicolas Sarkozy. Voilà, je pense que la faille initiale. On se redonne la patate chaude là, de gouvernement en gouvernement. En tout cas, voilà, le problème sans doute vient de ce que c'était une petite rustine pour effectivement essayer de corriger quelque chose et donc de récupérer de l'argent qu'on ne pouvait plus récupérer par ailleurs, et que du coup, la rustine n'a pas tenu parce que est-ce qu'elle a été préparée trop rapidement ou mal collée, je ne sais pas. Toujours est-il que, en tout cas, le risque n'a pas été tout à fait anticipé ou mesuré à l'époque. Ce que dit Anne est tout à fait vrai. Voyez l'effet que crée cette question de 10 milliards, qui déjà est considérable, mais par rapport aux chiffres que je viens de vous lire, ça crée même une crise politique, le Premier ministre s'exprime comme il est, on remet en cause la gestion passée, c'est 10 milliards, alors qu'il y a des sommes gigantesques qui échappent au contrôle, à la maîtrise des États. C'est aussi la conséquence quand même d'une évolution de notre système juridique. Par définition, s'il n'y avait pas la question prioritaire de constitutionnalité, on ne pourrait pas avoir ce type de décision. J'attire l'attention là-dessus parce que nous, ça nous semble, et le fait est tout à fait nouveau, notamment compte tenu des implications financières. L'Italie a connu exactement la même situation il y a quelques années, puisque la Cour constitutionnelle italienne a déclaré contraire à la Constitution une réforme des retraites qui avait été adoptée en 2011 en Italie. Et là encore, c'est à coût de milliards d'euros que les conséquences ont été mesurées, puisqu'elle décidait que la désindexation par rapport à l'inflation d'un certain nombre de retraites à partir d'un certain montant était contraire aux principes fixés par la Constitution. Je voudrais qu'on s'arrête juste quelques secondes sur ce point. C'est quand même effectivement compliqué pour un gouvernement de vouloir prendre des mesures rapides, de les faire entrer en vigueur rapidement pour faire rentrer de l'argent rapidement, et d'avoir quelques années plus tard, ou quelques mois, une décision d'un Conseil constitutionnel qui retoque une mesure. Il y a une question de temporalité. Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire, alors, je pense qu'on peut peut-être l'un et l'autre, et Anne est mon maître sur le plan constitutionnel, se faufiler dans ce rébus du droit, mais à un moment donné, dans les sociétés, lorsque les institutions, lorsque les normes deviennent tellement complexes qu'il est très difficile pour les États, pour les citoyens, de s'y reconnaître, de s'y mouvoir, qu'elles peuvent être par des jeux d'optimisation, notamment des normes, des facilités offertes, des aubaines pour échapper à ces obligations, alors là, on a un grand problème. Vous savez, c'est ce que disait Jacqueline de Romilly sur Athènes. Elle disait qu'une des causes de la décadence d'Athènes avait été l'utilisation, entre parenthèses, par les avocats, des moyens de procédure dont elle disait que c'était autant de toxines qui avaient étouffé les lois. Et elle voyait dans cela une des causes de la défaite, de la décadence athénienne. Il nous reste moins d'une minute, San. Oui, Jean-Pierre a raison. C'est un travers qui nous guette. En même temps, je ne pense pas qu'on puisse l'appliquer ici, parce qu'encore une fois, il s'agit de principes constitutionnels, et que les principes constitutionnels, et notamment celui de l'égalité devant l'impôt, on est, j'allais dire, dans l'épure des principes et pas dans le processualisme de ce point de vue-là, ou même l'abus de procédure. Et ce sera dit. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées ce soir. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons le journaliste Fabrice Arfi pour le livre qu'il a coécrit avec Karl Lask, avec les compliments du guide Sarkozy, Kadhafi, l'histoire secrète. À tout de suite après une courte pause. Certains mots sont désormais associés à Emmanuel Macron, mais lui-même a changé quelques mots depuis sa campagne présidentielle. Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, la rhétorique présidentielle. Déshabillons-les, demain à 23h sur Public Sénat. Jeudi, dans l'épreuve de vérité, Gérard Larcher sera l'invité de Michel Grossior. Le président du Sénat répondra aux questions de l'AFP et des Échos Radio Classique. L'épreuve de vérité, jeudi à 18h en direct sur Public Sénat.
L'info dans le rétro, c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire. En pratique, si on regarde l'histoire longue, un certain nombre de réformes ont été mises en échec par la rue. Donc on ne peut pas contester que la rue joue un rôle. Chaque semaine, l'historien Fabrice Dalméda décrypte et analyse des faits d'actualité à travers des images d'archives de l'INA. Un gouvernement ne peut que distribuer les fruits de la croissance, c'est toujours le problème qui se pose encore aujourd'hui. Une autre façon de comprendre l'actualité. L'info dans le rétro, ce soir à 23h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin, bienvenue si vous nous rejoignez pour l'entretien avec Fabrice Arfi. Bonjour, vous êtes journaliste d'investigation à Mediapart et co-auteur de ce livre avec Karl Lask, avec les compliments du guide Sarkozy-Kadhafi, l'histoire secrète. Et ça sort chez Fayard. Ce livre, c'est le résultat de 6 ans d'enquête, plutôt bien documentés, qui aboutissent à une thèse, la conclusion que Mouammar Kadhafi aurait bel et bien financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Vous apportez des preuves, des témoignages. Moi, je me suis d'abord posé une question, c'est quels obstacles avez-vous rencontrés pendant votre enquête? Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? Est-ce que vous avez fait l'objet de menaces? En fait, cette enquête est née en 2011 à la faveur de la découverte à Mediapart du disque dur d'un homme qu'on appelle pudiquement un intermédiaire, qui s'appelle Ziad Takieddine, qui est l'un des acteurs de ce dossier. Et c'est vrai qu'à cette période-là, il y avait eu un peu des menaces quand on a découvert ce disque dur qui n'était pas des mots de Ziad Takieddine, qui étaient des documents, des comptes en banque, des notes confidentielles, des rapports pour Nicolas Sarkozy, pour Claude Guéant. Et voilà, là, ça avait été un peu compliqué. Ce qu'on découvre en fait à la faveur de ce dossier, c'est que les équipes Sarkozy ont tout fait pour empêcher la révélation de l'affaire. Contraindre les juges, comploter contre eux, circonscrire les témoins. On publie notamment des écoutes judiciaires stupéfiantes où on découvre un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, faire pression sur les services secrets français pour empêcher un témoin de parler. Et puis aussi la presse. Voilà, on a utilisé les réseaux qu'on a dans la presse pour soit demander à des plumes fidèles d'écrire dans un sens ou étouffer la révélation de certains documents ou affaires qui pouvaient être gênantes concernant le dossier libyen. Donc oui, il y a eu un climat qui est un climat extrêmement tendu autour de ce dossier, tout simplement eu égard à son extrême gravité. Alors parmi les intermédiaires dont vous parlez, moi c'est un nom que j'ai découvert, je ne savais pas qu'il avait potentiellement fait partie de ces intermédiaires, c'est Dominique de Villepin. Oui, enfin Dominique de Villepin a été avec la Sarkozy, puisque vous avez parlé du financement de la campagne présidentielle. En fait, le moment électoral est toujours un bon moment pour solliciter de l'argent. Ce qu'on raconte dans le livre et qu'on documente, hein, c'est pas que words comme dans Hamlet. Hein, c'est des faits. C'est qu'il y a eu plusieurs jets de corruption qui sont partis de plusieurs dignitaires libyens et qui sont arrivés sous diverses formes en France. Les équipes Sarkozy, on raconte par exemple comment Claude Guéant a pu acheter un appartement en mars 2008, un bel appartement dans les beaux quartiers parisiens. Parce qu'il se servait au passage, dans les valises de billets. Ça fait bientôt 20 ans que j'enquête, je connais un peu ces affaires de corruption. J'ai jamais fait une grande différence entre ce qu'on appelle le financement politique et l'enrichissement personnel pour plusieurs raisons. Parce que quand on se finance politiquement pour accéder au pouvoir, c'est déjà un profit personnel. Et par ailleurs, j'ai toujours vu dans les dossiers, en effet, de la disparition du déchet de certains financements politiques qui se retrouvaient dans des poches. Et oui, Dominique de Villepin fait également partie des récipiendaires de fonds qui sont passés par un intermédiaire bien connu qui s'appelle Alexandre Joury, qui est aujourd'hui en cavale, qui ne met plus les pieds en France ni à Genève où il vit, et Béchir Saleh, qui était le directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi. L'intérêt de Kadhafi dans tout ça, faire annuler des condamnations, redorer son image? Alors l'intérêt, il est multiple. Faut se rappeler que Mouammar Kadhafi, qui a toujours été un dictateur, dont on a fait semblant de découvrir qu'il était un tyran en mars 2011, était, il faut s'en souvenir quand même, un État paria, un État terroriste. C'est quand même un État qui a commandité des attentats contre des avions de ligne. La France l'a su, l'attentat du DC-10 UTA qui a fait plus de 150 morts, 54 Français qui sont décédés. Il n'avait qu'un souhait le plus cher, Kadhafi, c'était de revenir dans ce qu'on appelle le concert des nations, retrouver de la notabilité. Et pour cela, il était prêt à payer beaucoup. Alors des millions d'euros, pour nous, c'est énorme. Pour lui, c'est rien. C'est même pas de l'argent de poche. Et la visite qu'on voit là, en décembre 2007, l'accueil somptuaire de la France à Mouammar Kadhafi, aucune démocratie ne lui a offert ça. Et donc offrir ça dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme, c'est une victoire inouïe pour Mouammar Kadhafi et c'est le remboursement
retournement symbolique de ce qu'il avait fait précédemment. Et derrière tout ça, il y avait notamment, oui, faire sauter des condamnations judiciaires ou des mandats d'arrêt liés notamment aux affaires terroristes. L'intervention en Libye, c'est une des thèses très intéressantes de votre bouquin. C'est fondé, selon vous, sur des informations complètement fausses, et vous la comparez même à l'intervention en Irak, fondée sur les fausses armes de destruction massive. Ouais. C'est votre thèse aujourd'hui. C'est pas, en fait, nous, on n'est pas dans la croyance, ou on n'essaye pas de... c'est votre conclusion. On fait un livre au ras des documents, au ras des faits. Et les faits, de ce point de vue-là, sont en effet perturbants. Alors, toute proportion gardée, évidemment, par rapport aux armes de destruction massive, et Colin Powell avec sa fiole. Mais c'est une analogie qui fonctionne. Parce que, comme l'a dit le Parlement britannique, comme le disent de nombreux experts, comme le disent y compris des acteurs du dossier, les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre sont erronées. À savoir qu'il y avait un génocide en route. Ça a quand même été dit à la tribune de l'ONU. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des massacres de populations civiles. Nous avons interviewé, par exemple, Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage, qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre, d'accord, il n'y a pas eu de massacre de population civile. Enfin, c'est le contraire de ce qui était raconté. Il y a une scène, par exemple, qui a fait le tour du monde, jamais en images, mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors, ça fait pas de Kadhafi ni un démocrate, ni une personne fréquentable. Mais on peut pas faire semblant, 3 ans après l'avoir accueilli, lui avoir vendu des armes, lui avoir vendu du matériel d'espionnage. Alors, on l'a fait pourquoi ? Il y a plein de raisons. Moi, je suis toujours dans la complexité des explications. Je ne pense pas que le monde se sépare en noir et blanc. Mais vous pensez que Nicolas Sarkozy avait un intérêt personnel dans cette guerre. Ça, c'est sûr. Il y avait un intérêt politique. Muammar Kadhafi. Il y avait un intérêt politique. Faire la guerre 1 an avant les élections présidentielles, ça vous fait permettre de bondir dans les sondages, parce qu'on est comme ça en France. On est un peu au garde à vous, chef de guerre, et c'est ce qui s'est passé. Ça permet aussi de répondre un peu à ce qu'a été l'apathie française vis-à-vis des printemps arabes. Rappelez-vous, la Tunisie, l'Égypte, la France a eu un comportement un peu très pudique, un peu honteux vis-à-vis de ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a découvert dans ces printemps arabes ? C'est que les insurgés, quand ils prennent les administrations, quand ils prennent les ministères régaliens, qu'est-ce qu'ils découvrent ? Ils découvrent les traces des compromissions. Alors, quand on fait la guerre, évidemment, pour ce qui est du dossier libyen, il y a une dimension personnelle, en quelque sorte, de blanchiment. Vous parliez des éventuelles collusions entre Nicolas Sarkozy et la presse. Vous avez notamment cité Le Point. Étienne Gernel, le patron du Point, vous a répondu. Il est très sévère avec votre enquête et vos méthodes. Il parle d'écoute liberticide, de méthodes malhonnêtes, de complotisme bas de plafond, parce que vous l'accusez d'avoir censuré une interview qui aurait incriminé Nicolas Sarkozy. Est-ce que peut-être vous êtes trompé sur ce coup-là ou... Pas du tout. Non, mais que Étienne Gernel soit extrêmement mal à l'aise avec ce que nous révélons, qui est documenté, je veux bien le comprendre. Après, moi, je ne vais pas résumer cette enquête à une espèce de combat de coq parisianiste. Monsieur Gernel est obligé, le directeur du Point, d'être dans l'outrance pour se défendre. Et je comprends, vu ce qu'on écrit sur lui, tout est sur la place, tout est public. Bon, voilà, il fait un billet qui est diffamatoire de A à Z, auquel, évidemment, nous allons répondre, parce qu'on ne va pas laisser dire des âneries et des salissures pareilles. Mais étouffer certaines enquêtes de presse en faisant jouer ces relations... Lui vous dit que les sources n'étaient pas fiables. Que ces sources n'étaient pas fiables, c'est pour ça qu'il n'a pas publié l'enquête. Mais non, mais c'est faux. L'article en question, l'enquête en question, a été monté, a été corrigé, a été mis en page, a été même appelé en une. J'ai vu tout ça, j'ai vu les documents. Les journalistes qui ont été censurés le racontent dans le livre. Finalement, ça a été publié dans l'Express et aujourd'hui, c'est versé au dossier judiciaire. Donc manifestement, il y a des meilleurs rédacteurs en chef du Point au sein de la police que dans le Point. Merci infiniment Fabrice Arfi d'être venu nous voir pour nous parler de ce livre dont je rappelle le titre avec les compliments du guide Sarkozy, Kadhafi, l'histoire secrète. C'est signé de vous mais aussi de Karl Lask. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Ne manquez pas l'invité de Territoire d'Info. Demain matin, il s'agit de Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement mais aussi secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Je vous souhaite une excellente soirée et restez au cœur du débat sur Public Sénat.